Effectivement, donc il y a un investissement considérable par les développeurs, les constructeurs donc de scanners CT. Vous voyez ici qu'avec les mêmes données, donc c'est les techniques de reconstruction itérative dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est un CT de low dose. Et on peut faire des reconstructions avec la rétroprojection filtrée, qui était le gold standard, donc utilisé sur pratiquement tous les scanners. Et puis après, donc une amélioration notable de la qualité d'image, donc moins bruitée, comme vous pouvez le voir ici, avec les techniques itératives qui sont ce qu'on appelle dans l'image space, donc qui sont faites dans l'espace de l'image. Et puis c'est des techniques qui sont beaucoup plus performantes si vous faites ça dans l'espace des projections. Ça nécessite plus de temps, mais avec un modèle qui se base sur la physique d'acquisition du CT, qui donne donc de très belles images. La deuxième guerre qui a été déclenchée également, donc ça a commencé aux États-Unis, puis c'est un sujet que je laisse pour le débat si vous le souhaitez, c'est qui va s'approprier du PET-CT. Donc le PET, c'est une technologie donc, sur laquelle les médecins nucléaires se sont investis pendant des années et des années, donc c'est des dizaines et des dizaines d'années ou des décennies et des décennies. Ils ont développé cette modalité, donc ils l'ont amené à un certain niveau pour que ce soit plus reconnu comme un outil de recherche, mais également comme un outil clinique qu'on utilise surtout en oncologie. D'accord. Puis après, il y a des gens qui viennent récupérer donc tous ces développements, s'approprier de ça juste parce qu'on a rattaché un CT. Donc je laisse ça au débat. Si jamais vous voulez débattre de ça, je pense qu'on peut reprendre ça. En tout cas, aux États-Unis, ça a créé pas mal de conflits entre les médecins nucléaires et puis les radiologues. Qui va avoir donc le contrôle sur cette technologie? Qui a la capacité de lire telle ou telle portion, le CT et le PET? Donc je laisse ça au débat si jamais. Donc maintenant, on repasse de nouveau donc, aux aspects physiques, et puis je vous montrerai un peu des artefacts types que l'on peut observer sur les images PET-CT, et puis également PET-MR par la suite. Comme vous le savez, j'imagine, avec les PET-CT, on utilise l'image CT pour corriger l'effet d'atténuation. Donc vous avez l'absorption des photons d'annihilation dans le corps du patient qu'il faut compenser. Et donc, pour ce faire, on utilise un fantôme avec des compartiments ici, avec des densités connues, d'accord. On va scanner, le passer sur le scanner CT, faire des régions d'intérêt sur ces zones, et puis après tracer cette courbe de calibration bilinéaire, parce que le CT, il est codé en unités à Hounsfield, d'accord. Et puis pour convertir les unités à Hounsfield en coefficient linéaire d'atténuation, donc on utilise cette courbe de calibration bilinéaire pour transformer l'image CT en carte d'atténuation, qu'on va utiliser pour la correction d'atténuation. Donc ça fonctionne relativement bien, sauf s'il y a des exceptions où ça ne marche pas bien. C'est quand vous avez un problème de recalage, n'est-ce pas, entre le CT et le PET, comme vous pouvez le voir sur cet exemple. Et la correction d'atténuation va induire des artefacts. Ici, ce qu'on appelle le cold artifact ou le banana artifact, que l'on voit clairement là. Si vous avez des implants dentaires, tout ce qui est métallique, des prothèses ou que sais-je, donc ça crée des artefacts monstres sur le CT. Les radiologues ils le connaissent relativement bien. Et puis, donc, comme la correction d'atténuation, encore une fois, elle est multiplicative, donc ça va se propager sur l'image PET. Et puis, un jeune médecin en formation, un résident, il peut interpréter ça comme un foyer focal, d'accord, alors que c'est un artefact de reconstruction. Si vous administrez, il y a des centres, donc ce que je n'ai pas mentionné, ils font de CT injecté avant, donc ils font un seul CT, puis ils utilisent le CT injecté pour la correction d'atténuation. Donc avec l'administration des produits de contraste, que ce soit oral ou IV, on peut avoir également des artefacts donc, qui sont liés à la présence de produits de contraste dans les vaisseaux, c'est des régions que vous voyez ici également. Donc je vous montre quelques exemples ici. Donc nous, on a installé notre premier PET-CT en 2006. Et puis en 2007, mon article est apparu beaucoup plus tard, on a eu un cas ici comme ça qui s'est présenté. Il a eu un TOGD en radiologie la veille, bien sûr, et puis il est venu pour faire son PET-CT scan le lendemain. Et donc vous voyez des artefacts ici, le produit de contraste, skip et genre, donc la correction d'atténuation. Et puis il cherchait effectivement quelque chose au niveau de l'abdomen. Et donc les images PET n'étaient pas correspondantes, n'étaient pas donc concluantes pour le diagnostic. Donc on a dû à l'arrache développer des techniques. Donc juste pour vous illustrer également donc l'importance de la collaboration entre les physiciens et le médecin nucléaire ici. Donc pour segmenter donc le produit de contraste et puis tout ce qui est osseux parce qu'ils ont des densités relativement proches et puis après donc corriger la carte d'atténuation puis avoir une image PET qui est interprétable. Donc ce genre de technique, vous ne les avez pas sur les consoles que vous fournit le constructeur, donc vous avez intérêt à avoir des gens
qui peuvent vous aider pour résoudre ce genre de problème. Pour les artefacts métalliques, j'ai également une doctorante dans mon équipe qui a travaillé sur ça. Ça, c'est les images artefactées, n'est-ce pas? Avec les images PET correspondantes qui sont artefactées également. Puis on a développé une technique qui permet de corriger ces artefacts, comme vous pouvez le voir. Et puis les artefacts sur le PET, ils disparaissent, donc on peut les interpréter avec une confiance. L'autre problème, au fait, que j'aimerais mentionner ici, c'est tout ce qui est artefact de mouvement. D'accord, encore une fois, donc vous avez ce mouvement au niveau du thorax et la partie haute de l'abdomen, donc qui risque de biaiser puis l'interprétation, parce que la détectabilité de lésion, elle peut être compromise dans certains cas, comme ce qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est le CT, on voit la lésion ici. Sur le PET, donc statique, d'accord, donc on risque de louper la lésion si on fait du gating respiratoire, ce qu'on appelle donc une synchronisation de l'acquisition avec le signal respiratoire. Donc on peut avoir des images. Malheureusement, donc, il faut découper l'image en plusieurs gates, comme je vous montrerai dans la dia qui va suivre, mais on arrive à voir la lésion ici. Donc le principe, c'est d'utiliser des capteurs externes, d'accord. Donc ça peut être des piézoélectriques, ça peut être des capteurs optiques, en tout cas quelque chose qui génère un signal qui reflète un petit peu le mouvement respiratoire, donc le mouvement physiologique, que l'on va synchroniser avec l'acquisition des données, et puis après on va utiliser plusieurs fenêtres donc pour générer, donc pour découper donc une phase respiratoire, un cycle respiratoire pardon, en plusieurs phases. En général, on utilise 8 ou 10 phases, et puis après on va faire une reconstruction séparée pour chaque phase. D'accord. Et puis on peut faire ça pour le PET et pour le CT, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir ici. Et puis après on va recaler donc les différentes phases ici pour avoir une image où on va figer le mouvement respiratoire. Donc, pour avoir des images qui sont interprétables, on est plus ou moins sûr qu'on ne va pas louper une lésion, comme vous le voyez sur le cas ici. D'accord. Donc, l'image, elle est bruitée parce qu'on découpe, au fait, une acquisition sur 2 minutes, sur plusieurs phases. Mais ça permet, donc, je pense, à mon avis, un meilleur diagnostic. Et puis, c'est également la technique de choix pour nos collègues radio-oncologues, d'accord, qui vont traiter des patients. Dans notre centre, en tout cas, pour tout ce qui est tumeur, pour tout ce qui est cancer du poumon, on utilise le gating respiratoire sur les accélérateurs linéaires. On va faire l'acquisition, par exemple, sur notre PET-CT, puis on va donner l'information qui est requise pour qu'il switch on et off donc l'accélérateur linéaire avec l'aide des collimateurs multilames ici qui vont ajuster la position en fonction de la localisation géométrique de la tumeur. Donc c'est très en vogue, mais surtout utilisé dans les centres avancés. Pour l'imagerie préclinique aussi, ça a suivi. Donc, dans notre service, dans notre département plutôt, on a une machine trimodale pour l'imagerie animale. On a donc un détecteur pour l'imagerie SPECT qui est coplanaire avec le micro-CT. Et puis, vous avez le détecteur du PET ici, qui est juste à côté. Donc, ce qui vous donne la possibilité d'injecter un émetteur de positons, un émetteur gamma, puis à corréler ça avec le CT. Je dirais aussi un mot peut-être sur le PET-MR. J'ai encore du temps, j'imagine, oui. Parfait. Donc le PET-MR s'est développé un peu, surtout dans le contexte de l'imagerie préclinique au tout début. Donc contrairement au PET-CT, on a développé le PET-CT pour l'imagerie clinique, puis après on a fait ça pour l'animal. Donc ça s'est fait dans l'autre sens. Et puis les avantages sont listés ici, c'est que pour certaines indications, d'accord, je pense que vous connaissez ça mieux que moi, l'imagerie de la femme, l'imagerie cérébrale, prostate, éventuellement aussi dans la sphère ORL, donc le MR, il a un meilleur contraste que le CT pour les tissus mous, n'est-ce pas? Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de radiation. Donc, il n'y a pas de dose absorbée aux patients, ce qui est un avantage certain pour la pédiatrie et également pour les examens répétitifs, ce qui est le cas pour l'oncologie. Il y a pas mal de patients qui viennent chez nous pour un baseline, en fait, où on va plus ou moins diagnostiquer ou bien faire un staging, on va le patient poursuivre une chimiothérapie ou bien une radiothérapie ou bien les deux combinés, puis après il vient pour les scans PET intérim, on va voir s'il a répondu à la chimie, puis éventuellement donc à ajuster notre stratégie thérapeutique. Pour nous autres physiciens également, donc il y a un avantage certain parce qu'on peut utiliser l'IRM ou la résonance magnétique pour guider la reconstruction. Je vous montrerai juste une dia, quelques exemples.
Donc une meilleure quantification, une quantification beaucoup plus précise. Et puis pour la recherche biomédicale, il y a sûrement un intérêt à combiner donc deux traceurs, donc par exemple, je ne sais pas, le gadolinium donc, pour la résonance, et puis également donc, un produit le cuivre 64, je liste ici pour l'hypoxie. Donc il y a pas mal de groupes de radiochimie qui essaient de synthétiser au fait des marqueurs qui sont visibles sur les deux modalités, puis ça offre donc un intérêt certain. Il y a un autre avantage dans le sens physique, mais pas avec la technologie ou bien avec les champs magnétiques qu'on utilise actuellement, c'est que ça permet de réduire la résolution spatiale. Si vous avez un émetteur de positons dans un champ magnétique, comme vous pouvez le voir ici, donc ça va confiner un petit peu donc les forces de Lorentz, d'accord. Donc ça va confiner les trajectoires des positrons ici, donc dans votre milieu, et puis ça va donc améliorer la résolution spatiale selon donc le plan XY. Donc c'est avec 10 Tesla, donc les machines actuelles donc utilisent 3 Tesla, donc l'effet il est vraiment pratiquement négligeable, mais je pense qu'avec le développement donc, de l'IRM à haut champ, donc on verra probablement des PET-MR à très haut champ dans l'avenir. En termes d'application clinique maintenant, donc, j'ai fait une recherche donc, de littérature pour voir quel était vraiment le premier papier qui a mis en évidence l'intérêt pour combiner le PET avec le MR en plus du PET avec le CT, donc qui a été déjà rapporté dans pas mal d'études. Donc c'est un article de Rachel Wall qui a été publié dans le JNM dans 1993, d'accord, qui a mis en évidence donc l'intérêt de combiner le PET avec le MR dans le cancer du cancer des, je ne sais plus, je crois que c'est listé ici, mais en tout cas quelque chose au niveau de l'abdomen. Et donc ça a suscité pas mal d'intérêt pour ce qu'il a appelé lui, donc imagerie anatomo-métabolique, d'accord. Et puis par la suite, donc comme je l'ai indiqué déjà, donc ces modalités donc se sont développées surtout pour les animaux au tout début, puis après donc les PET MR cliniques ont été développés surtout pour l'imagerie cérébrale, donc notamment par Siemens qui a installé 5 unités, donc 3 en Europe et puis 2 aux États-Unis. Puis après, vous voyez ici donc le premier PET-MR par Philips et puis par la suite par Siemens et suivi par GE avec quelques exemples que vous voyez là en bas. D'accord. Donc il y a pratiquement 3 stratégies pour la conception des PET-MR qui ont été suivies. Donc le premier, c'est le système Philips, c'est à la PET-CT, n'est-ce pas? Donc vous avez les deux modalités qui sont séparées avec le même lit, donc il va transporter le patient d'une modalité vers l'autre avec un mouvement de translation. Donc dans ce cas, donc vous avez une modification minimale au niveau des détecteurs du PET qui est requise. Et donc c'est ça l'avantage principal. Bon, l'inconvénient, c'est que c'est une acquisition séquentielle et pas simultanée. Donc le deuxième, qui a été suivi par exemple, l'équipe de Bernd Pichler pour leur PET-MR préclinique et également par Siemens pour le PET-MR dédié pour l'imagerie cérébrale, c'est les concepts de l'insert. En fait, vous avez un insert avec des détecteurs qui sont MR compatibles, par exemple des APD, des photodiodes d'avalanche ou bien ce qu'on appelle les silicon PMs, qui sont MR compatibles et donc on peut mettre à l'intérieur du champ magnétique. Et puis le troisième exemple, c'est d'avoir un système compact avec une intégration complète des deux modalités. Donc on va vraiment concevoir les deux modalités pour optimiser donc, les performances de chacune. Et donc le problème principal dans ce cas, c'est d'éviter les interférences entre les deux modalités. Donc très rapidement, je pense que je ne vais pas trop m'étaler sur les aspects techniques et technologiques. Donc ça, c'est les photodétecteurs qui sont utilisés pour les scanners PET. Les premiers utilisent c'est les PMT, donc les tubes photomultiplicateurs, qui ne fonctionnent bien entendu pas dans un champ magnétique. Donc il y a des métaux, il y a des champs électriques et ainsi de suite. Et donc ils ont été remplacés sur les PET-MR par soit les photodiodes d'avalanche, ce qu'on appelle communément les APD, qui ont l'inconvénient d'être très 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 longs et donc qui ne permettent pas l'implémentation ou l'utilisation de la technologie temps de vol, donc le time of flight, et puis les silicon PMs qui sont beaucoup plus rapides et qui malheureusement ont des problèmes avec la température, ils sont très sensibles à la température, et donc c'est l'un des inconvénients, enfin parmi d'autres, mais en tout cas ils présentent de meilleures performances par rapport aux APD.
Et donc, au niveau commercial, voilà les trois grands constructeurs, donc Philips, Siemens et GE, donc ont chacun leur scanner. Donc, je vais le présenter, je pense, ici. GE, donc, ils ont joué un rôle de pionnier. On travaille avec l'équipe de Zurich pour intégrer donc un système, un PET-CT, avec ce qu'on appelle un Patient Transfer Tabletop, pour reprendre le patient du PET-CT, d'accord, directement vers le MR qui se trouve dans une chambre voisine. Et puis, bien entendu, donc, le système de coordonnées, c'est relativement facile à faire. Donc, un déplacement complet du patient pour avoir une imagerie trimodale, d'accord, le PET-CT et puis la résonance. Donc, c'est le système qui a été installé à Zurich par l'équipe de GE, puis qui a produit pas mal de publications. Le deuxième système, celui qu'on a eu en 2010, donc à Genève, c'est le système de Philips. Vous avez le MR, MR Shiva ici, d'accord, à 3 Tesla. Et donc, on commence en général par faire le MR qu'on utilise pour la localisation, la correction d'atténuation. Puis après, on va déplacer le patient. Vous avez une rotation du socle, d'accord, c'est juste pour des soucis de couverture en termes de champ de vue axial. Et après, donc, on va pousser le patient vers le scanner PET ici, qui utilise la technologie Time of Flight. Ça, c'est le système de Siemens, n'est-ce pas? Donc, qui présente l'avantage d'offrir la possibilité aux utilisateurs de faire une acquisition simultanée et pas séquentielle. Donc, il y a un avantage certain pour certaines indications, j'imagine. Et donc, vous voyez que l'acquisition se fait position de lit par position de lit, puis après, on va assembler pour la région qui nous intéresse. Donc, ce qui était essentiel pour nous, en tout cas à l'époque, c'est de pouvoir caractériser les performances de scanner et puis de s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux modalités dans un sens comme dans l'autre. Et puis, on a regardé tous les paramètres. Ça, je vous montre juste la résolution spatiale qu'on a comparé, aux performances du PET, du même PET qui est donc combiné avec un CT, puis on a trouvé plus ou moins les mêmes valeurs, donc il n'y avait pas de souci à se faire. Donc ça, c'est le système GE, d'accord, donc on est vraiment neutre, on présente tous les développements qui utilisent la technologie Silicon PM, ce qu'ils utilisent également sur leur PET-CT, donc ça a pas mal d'avantages, comme je l'ai déjà indiqué, en plus d'être MR compatibles, ils sont très rapides, donc ils permettent d'implémenter l'information temps de vol sur ce scanner, donc c'est plus ou moins donc la même géométrie qu'ils ont adoptée donc pour leur PET-CT, avec des adaptations donc pour l'intégration sur le MR. Et donc c'est l'un des systèmes les plus sophistiqués, pour être honnête, en termes de performance actuellement. Il y a également donc en développement, vous vous souvenez de l'équipe du LBL là, qui ont développé le RATCAP, donc ce fameux détecteur qu'on met sur la tête du rat. Et ils ont collaboré également avec une petite compagnie là, qui est basée à Aurora pour un PET-MR dédié pour l'imagerie, donc l'imagerie du sein pour la PET, pour la mammo-PET, d'accord. Et donc ils ont présenté des résultats très intéressants. C'est toujours en cours de développement, mais je pense que ce genre de scanner, je pense, qui sera très utilisé pour des études sur le cancer du sein, en particulier aux États-Unis. Maintenant, ça c'est les avantages du PET-MR, d'accord. Les inconvénients, c'est que vous n'avez pas accès directement à la densité électronique, comme c'est le cas du CT. Donc la conversion d'une image MR pour générer une carte d'atténuation, donc elle est loin d'être aisée. C'est digne d'un sujet pour quelqu'un qui cherche à avoir un prix Nobel. Deuxième problème, donc, également, c'est le problème du mouvement. Donc, quand vous avez un système qui permet une acquisition simultanée, il y a des séquences MR, par exemple, de tagging, par exemple, qui permettent d'estimer donc les vecteurs de mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce qui permet donc l'implémentation de techniques de correction de mouvement sur les images PET. Nos neurologues sont très excités par ce qu'on fait là en termes de correction d'effets de volume partiel. Les images MR, on peut également les adapter, d'accord, pour corriger l'effet de volume partiel. C'est très intéressant. Vous voyez l'amélioration de la résolution spatiale qu'on intègre la modalité image, et puis on peut faire ça également lors de la reconstruction, d'accord. Donc on peut intégrer également ces développements lors de la reconstruction. On tient compte de la carte d'atténuation. Par exemple, on ne va pas filtrer quand on est au niveau des edges, ici des contours, on filtre juste dans les structures uniformes, ce qui permet de préserver la résolution spatiale, parce que la reconstruction est toujours suivie d'un filtrage gaussien qui va smoother, améliorer la qualité, mais au détriment de la résolution.
Et en termes d'application clinique, donc je vous montre juste quelques exemples. Ce qu'on a retenu chez nous, c'est les 4 applications. Vous avez la neuro, donc l'imagerie de la femme, surtout le sein, prostate, et également l'ORL. Donc ça, c'est un cas d'épilepsie, donc sur le PET-MR. Vous voyez ici donc la mise en évidence d'un foyer épileptogène ici. Donc le recalage ici, vous n'avez pas besoin de faire un recalage de façon mathématique ou algorithmique. Donc le recalage, il est offert déjà par la machine, donc ça offre pas mal d'avantages ici en termes de workflow. Malheureusement, donc une jeune patiente de 7 ans, on utilise un traceur d'aminoacides qui s'appelle le fluoroéthyltyrosine, d'accord. Et donc une patiente de 7 ans, vous voyez ici donc la fixation au niveau de la tumeur cérébrale, également recalée avec le MR, ça présente un intérêt certain pour ce genre de pathologie d'avoir les 2 modalités. La prostate également, comme je vous l'ai indiqué, donc l'avantage de la mère par rapport au CT, c'est le contraste pour les tissus mous, d'accord. Et là, vous voyez une métastase ici qui est localisée, puis on a eu la chance parce qu'elle était dans le champ de vue direct qu'on en acquiert juste après l'acquisition, juste après l'injection du traceur sous caméra. Le cancer du sein également, donc on fait pas mal d'études sur ça, sur le PET-MR ou également le MR, ils offrent pas mal d'avantages par rapport au CT, n'est-ce pas? Et puis également donc dans la sphère orale, ça c'était un cas, donc on compare le PET-CT au PET-MR. Les 2 examens étaient concordants, donc le rapport était pratiquement identique, mais il y a des cas beaucoup plus intéressants comme celui-ci où il y avait donc des rapports qui sont discordants. On injecte au fait le patient, puis on commence par faire du PET-MR d'abord, avant de passer au PET-CT. Donc beaucoup plus tard, 1h30 après l'injection du produit ou du traceur. Et donc la discordance ici, elle est liée essentiellement à la présence donc, de foyers inflammatoires. Et vous savez, donc avec le temps, pour le FDG, ce n'est pas un traceur statique. Donc vous avez donc la courbe de la fixation qui augmente, et donc vous avez de la peine à dissocier donc les inflammations. Donc je pense que mes collègues vont expliquer ça par la suite, de tumeurs malignes. Et puis après, avec le temps, c'est ce qui a motivé le développement de ce qu'on appelle les techniques avec 2 temps d'acquisition, dual time points. Et donc ici, donc c'était des foyers donc inflammatoires qui ont été tout simplement mis en évidence par l'examen PET-CT. Le SPECT-CT également, c'est quelque chose qui est en cours de développement. Ça, c'est un consortium donc, impliquant l'UCL, donc l'University College à Londres, donc, qui travaille également sur ce genre de concept. C'est un projet européen et je pense on aura l'occasion donc, de voir pas mal d'études publiées avec ce SPECT-MR qui est plus ou moins donc, en cours de finalisation. Voilà, juste donc pour résumer donc cette présentation, de nos jours, donc il y a des systèmes hybrides combinant le PET avec le CT, le SPECT-CT, PET-SPECT, donc très peu, ça a été donc développé par un des constructeurs qui l'a abandonné par la suite. PET-SPECT et CT surtout pour l'imagerie animale, mais également un constructeur qui développe ce genre de système pour l'imagerie chez l'homme. PET-MR, PET combiné avec l'imagerie optique, et je pense que l'imagerie multimodale et multiparamétrique va jouer un rôle important dans le futur, et puis qu'on va apprendre pas mal de l'expérience qu'on a acquis avec le PET-CT pour développer davantage le PET-MR. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon du temps? Vous avez ici un disclaimer, n'est-ce pas? Il ne faut jamais essayer de prédire ce qui va se passer dans le futur, mais je vous mentionne quand même 1 ou 2 développements qui sont, à mon avis, donc très, très importants, très intéressants pour le futur. L'équipe de Lucy Davis, donc, dont j'ai parlé au début, donc ce n'est pas un nouveau développement parce qu'il y a pas mal de scientifiques qui sont intéressés à développer un scanner PET qui a une longueur de champ de vue axiale très large. Mais c'est le premier groupe qui a réussi à avoir un financement du NIH aux États-Unis. Donc, ils ont décroché 16 millions de dollars, n'est-ce pas, pour développer ce scanner qu'ils ont appelé l'Explorer. Et j'ai eu l'occasion de voir ce scanner donc, à Shanghai. Et ils ont un accord avec United Imaging, qui est une compagnie chinoise donc à Shanghai, qui ont réussi à développer. Donc, ils sont encore dans la phase de test. Et vous voyez que ça va également donc changer. Vous voyez ici le scanner. Donc ça c'est Ramsey Badawi, donc c'est un des co-investigateurs avec Simon Sherry, puis un cylindre qui fait à peu près 2 mètres de longueur. C'est assez impressionnant à voir, surtout avec
La plateforme, enfin, le hardware qu'ils utilisent pour la reconstruction avec 2 mètres de champ de vue axial, donc vous imaginez la quantité de données qu'ils peuvent récolter avec cette machine. Je pense qu'il y aura également un rôle important à jouer pour l'imagerie multitraceur, l'imagerie multiparamétrique. Je vous montre ici un exemple du FDG que l'on combine avec un traceur de prolifération qui est le FLT, avec le cuivre ATSM qui est un traceur d'hypoxie, surtout pour nos collègues radio-oncologues. Donc c'est le rêve pour eux d'avoir des machines. Dans le futur, donc ici, ils peuvent combiner les modalités et non pas faire ça de façon séquentielle mais simultanée, ce qui n'est pas possible actuellement, mais je pense que dans le futur, on verra de plus en plus de développement dans ce sens. Et puis, on a pensé que le PET-CT allait peut-être être abandonné au détriment pour laisser la place au PET-MR. Et puis, bien entendu, qu'on savait que ça n'allait pas arriver, en tout cas pas pour toutes les indications. Donc, on s'est amusé à débattre un petit peu. Donc, c'était dans Medical Physics. Donc, on a débattu un peu de ce sujet, puis dire est-ce que le PET-MR va remplacer le PET-CT. C'est juste pour alimenter la controverse, mais on savait que ce scénario n'était pas réaliste parce qu'il y a un problème certain au niveau des applications cliniques pour le PET-MR qui reste à être donc validé, mis en évidence. Il faut convaincre les administrateurs également parce que le coût du PET-MR est exorbitant. Donc il y a pas mal de travaux en cours. Et puis si on regarde la littérature scientifique, il y a des articles qui sont très controversé, mais je pense assez provocateur. Par exemple, est-ce que le PET-MR ici, c'est une solution qui cherche un problème? Est-ce que c'est le cas? Il y a pas mal d'études également donc, qui n'ont pas réussi à mettre en évidence les avantages du PET-MR sur le PET-CT, d'accord, comme ces études de l'équipe de l'UCLA. Et puis également pour le problème de correction d'atténuation que j'ai mentionné, donc ça pose également problème. Les solutions qu'offre l'industrie ne sont pas satisfaisantes à mon sens, et peut-être qu'ils ont freiné aussi l'acceptation de cette technologie. Donc un scénario qui me semble en tout cas moi beaucoup plus réaliste, et peut-être que je me trompe, c'est que si je regarde un petit peu depuis l'avènement du PET-CT, c'est une technologie qui a été adoptée, acceptée, donc depuis son introduction très rapidement. Même chose, pas vraiment pour le SPECT-CT, donc la courbe, elle est légèrement différente parce que la pente, donc elle était un peu plus faible, d'accord, mais le SPECT-CT est aussi une technologie qui a été acceptée. Le PET-MR, il a de la peine à décoller au tout début, parce que la technologie, on a dû la redéfinir, puis on espère que dans le futur, donc avec les technologies qui sont disponibles actuellement, puis qui seront disponibles dans le futur proche, cette modalité donc, trouvera cette place. Dernière DA, si vous le permettez, donc juste pour la provocation. D'accord, je vous ai jeté des fleurs au tout début, donc je pense que cet effort, il est plus ou moins louable, mais je dirais peut-être un mot sur la médecine nucléaire académique et puis universitaire également. Je pense qu'on ne doit pas s'attendre. Je vois que les collègues, ils sont en train de galérer pour les autorisations, pour chercher les produits, donc pour les transporter. Je pense qu'ils n'ont pas le temps de faire de la recherche. Et c'est le mandat, c'est le rôle de la médecine nucléaire académique et universitaire, n'est-ce pas? Également nos collègues du COMENA qui sont là représentés par monsieur le commissaire. Et donc, je me suis amusé, donc, pour ceux qui étaient présents en 2006, au fait, on est venu ici, on était invités, donc un panel d'experts, on a parlé du PET en Algérie, d'accord? Donc, ça fait déjà une 12 années en arrière. Notre collègue, donc, a mentionné Dr Bouroba, donc... Docteur Dayem, c'est un ami donc très proche qui est malheureusement décédé également l'année dernière. À chaque fois que je croise à la Sanam, il me demande oh, vous en êtes où là en Algérie pour le PET? Je lui dis oui, on a fait ce qu'il fallait, mais malheureusement donc on n'a pas de feedback. Je pense que vous avez déjà un premier PET donc dans le privé, mais on attend encore donc que le secteur donc public et surtout dans les hôpitaux universitaires développe cette technologie puis la mette à disposition de nos patients. Encore dans la provocation, donc, est-ce que la médecine nucléaire académique universitaire algérienne elle est présente dans les conférences internationales? Je me suis amusé juste à regarder hier pour vérifier. Donc, il y a un abstract, je pense, très timide à l'ENM en Algérie, pas de présence à la SNM. Et puis pour mes collègues physiciens, ingénieurs biomédicaux, pas de présence. Donc ça, c'est les conférences majeures. Il y en a d'autres, bien entendu, dans la Fédération mondiale de médecine nucléaire et biologie, juste pour avoir un extrait, donc on n'est malheureusement pas présent. En termes de littérature, donc pour la littérature scientifique, il y a très peu de papiers pratiquement inexistants qui sont publiés dans la littérature scientifique. Donc il y a un manque. Je pense que ce n'est pas une critique
très méchante, à mon avis, mais c'est juste pour que je laisse également pour le débat si vous le souhaitez. Donc avec ça, je vous remercie pour votre attention, n'est-ce pas? Et puis je répondrai à vos questions.